Je vous remercie de m'avoir invité, donc, surtout à cette réunion, mais j'ai le regret de vous dire que toutes les questions que vous avez posées, je les ai résolues il y a 15 ans. Oui, effectivement, dans le bâtiment d'à côté, à Kremlin-Bicêtre. Quand on a commencé à travailler sur les questions trans en 2008, à la demande de la Direction générale de la santé, qui voulait savoir quel était le sida chez les trans, il y avait que ça qui l'intéressait. Est-ce que les trans mettent des capotes ou pas, hein? C'était la seule question que la DGS se posait. On leur a dit, il faut faire une enquête pour savoir qui sont les trans. Et donc, c'est un projet, si vous voulez, qui s'est développé comme les enquêtes guêpiers, je dirais. C'est-à-dire que c'est une enquête sur la population des trans, alors tout en sachant qu'une enquête en population générale ne va rien ratisser, parce qu'il y aura entre 1 et 2% de trans dans la population générale. Et c'est la question qu'on avait résolue avec Spira, Bajos et compagnie en 1999. On imaginait qu'il y avait 10% d'homos. Donc, pour en avoir suffisamment pour faire des traitements statistiques, on a lancé une enquête sur 20 000 personnes. Or, on s'est foutu dedans, il n'y en avait que 1%. Ce qui fait voilà. Donc, alors, la question de savoir s'il faut inclure les questions de genre, de cisgenre, dans une enquête en population générale, elle pose la question de savoir est-ce que ça sert d'inclure ces personnes dans une enquête de population générale? Parce qu'il n'y en aura pas assez, à moins de faire une enquête avec 100 000 personnes, comme font les enquêtes européennes, la ISGA et compagnie, mais c'est ou faire des enquêtes sur les communautés. Et à ce moment-là, on n'a pas de population de référence, on n'a pas d'échantillon de référence, et ça n'est que des échantillons de convenance. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, dans ma réflexion sur les catégories, je me réfère toujours à Zazie, dans le métro, hein, qui demande à sa tante « Qu'est-ce qu'un homosexuel ?» Et on lui répond « C'est un homme qui porte… » Je pense qu'elle lui dit « C'est un mec qui porte des blue jeans. » Donc voilà la catégorisation. Quand vous êtes à Naples, 95% des hommes portent des blue jeans. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous pédés? Donc c'est la question qui se pose. Quels sont les critères qui font qu'on définit des catégories pour définir des populations? Et je me réfère aussi à Herbert Marcuse, qui disait que les catégories psychologiques sont devenues des catégories politiques. Alors, ce projet a démarré en 2008 à la demande de la DGS à Kremlin-Bicêtre à l'époque, et j'ai commencé à travailler avec Jonas Lebaille, hein, avec lequel on a monté toute l'enquête. Et au moment de poser la question de savoir est-ce que vous êtes transgenre, transsexuel, je ne sais quoi d'autre, on s'est dit qu'on n'y arriverait pas. Et donc, on a décidé de laisser cette question ouverte, ce qui est quelque chose qui ne doit jamais se faire dans une enquête quantitative, hein, et vous verrez d'ailleurs qu'on a raison de ne jamais poser de questions ouvertes dans un questionnaire quantitatif, parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Et donc, n'ayant pas de réponse à cette question, donc on a demandé aux gens d'y répondre de façon ouverte, et ensuite, le protocole qui a été monté, alors ça c'est l'enquête internationale parce que le protocole est en cours d'analyse dans 7 pays différents, et j'espère qu'on arrivera à faire une publication comparative utilisant le même protocole et utilisant dans tous les pays fondés sur les autodéfinitions des répondants, donc avec des stratégies de recrutement qui sont différentes suivant les pays. En gros, on a recruté dans le monde médical, en partenariat avec les associations et avec Internet. Donc, c'est des échantillons qui sont, on pourrait dire, qui sont pas cachers, hein, c'est-à-dire qui sont pas halal, hein, aux règles, selon les règles démographiques ou épidémiologiques, mais ça apporte, grâce à l'analyse comparative, on se rend compte qu'il y a quand même une logique au-delà des difficultés de recrutement et d'échantillonnage. Donc, c'est en cours de route. Donc, en France, ensuite ça a été en Italie, au Brésil, au Danemark, en Norvège, au Portugal et au Chili. Donc, tous ces pays ont utilisé à des degrés divers le protocole mis au point par l'INSERM. Alors,
Et donc, alors, on essaye d'analyser, justement, de comprendre de façon comparative les trajectoires de genre, hein, les parcours de transition, les parcours d'affirmation de genre, et les concepts ont évolué au cours des années. Quand on a commencé en 2008, c'était le changement de sexe. Maintenant, c'est un terme qu'il est interdit d'utiliser, c'est l'affirmation de genre. Et donc, cette enquête, cette comparaison est tout à fait intéressante parce que non seulement une comparaison entre pays, elle a une dimension historique, c'est-à-dire que la première enquête a été collectée entre 2008 et 2009 et la dernière en 2020. Donc, c'est pas la même chose dont on parle, mais donc on a essayé donc encore une autre difficulté d'analyse. Donc, on veut donc utiliser l'autodésignation de genre pour comprendre, à travers une série de questions, sur l'obtention du diagnostic d'incongruence de genre, le changement d'état civil, l'harmonisation avec prescription ou sans prescription, et le recours aux chirurgies du haut et du bas, et enfin l'évaluation subjective. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fini votre parcours? Alors, les problèmes de scientifiques sont des problèmes sociétaux. Et les problèmes sociétaux contaminent positivement les questions de recherche. Et comme on l'a dit déjà, je ne vais pas m'y étendre, on ne peut plus utiliser la variable sexe comme ça. Hein, je veux dire, sans se poser de questions, comme dirait Jean Bouillet, c'est-à-dire à quoi ça sert finalement. Et on se rend compte que ça peut servir aussi à quelque chose parce que ça apporte des informations différentes suivant les questions qu'on se pose. Et on l'a vu dans cette enquête où on a demandé à la fois le sexe assigné à la naissance, et pour nous, cette définition, c'est une définition d'état civil. On n'est pas du tout dans la biologie ou dans la physiologie. On est quel est le sexe qui vous a été assigné légalement à la naissance et comment est-ce que donc on a les deux, le sexe et l'autodésignation de genre, et suivant les cas, par exemple, on voit qu'il est plus intéressant et plus pertinent et plus discriminant d'utiliser le sexe à la naissance que le genre. Sur la question du sida, par exemple, il était inutile d'utiliser les dimensions de genre dans la mesure où chez les personnes assignées femmes à la naissance, il n'y avait pas de sida. Dans l'enquête qu'on a vue, il n'y en avait que chez les assignés hommes à la naissance. Ensuite, on peut voir les différentes caractéristiques. C'est-à-dire, chez ces gens-là, quand on est migrant, quand on est précaire, quand on est travailleur du sexe, on a une prévalence de 36% d'affection à VIH, ce qui est intolérable. C'est les taux de l'Afrique du Sud, hein, à Paris, au Bois de Boulogne, par exemple. Donc, et c'est pas en demandant aux gens de mettre des capotes qu'on va régler la question de l'épidémie du sida. Hein, c'est ce que voulait la DGS à l'époque. Donc, on le voit, tout ceci, bon, c'est des problèmes de société, et comment les chercheurs peuvent, pris entre les règles de la méthode, les questions éthiques et les questions réglementaires, comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes? Alors, c'est ce que j'appelle une épistémologie politique, c'est-à-dire qu'il faut être sensible aux questions, il faut travailler en partenariat avec les personnes concernées, comme on dit maintenant. Nous, on a établi des partenariats avec 18 organisations trans, à qui on a soumis le questionnaire au moment où on l'a construit, qui l'ont validé, qui l'ont distribué, les médecins aussi, qui l'ont validé et qui l'ont distribué. Et on a fait, en France en tout cas, on donnait une enveloppe pré-paid pour que ceux qui distribuent le questionnaire ne soient pas ceux qui le reçoivent. Et donc, c'était des questionnaires papier, on n'est pas encore en 2008. Hein, et donc, on recevait, et Sabine s'en souvient, on a reçu 400. Donc, je tiens à remercier aussi pour avoir participé à cette enquête, Sabine Limbar. Et on a reçu environ 400 questionnaires avec un taux de réponse, je ne vais pas m'y attarder ici, mais avec un taux de réponse relativement élevé par rapport à tous les questionnaires. On savait combien de questionnaires on avait envoyés, on savait qu'on avait envoyé tant de questionnaires à des organisations trans, tant de questionnaires à des médecins et tant de questionnaires à un bar de nuit à Paris. Et on demandait aux gens, une des questions, c'était où avez-vous reçu ce questionnaire? Donc on a 3 groupes
de gens qui ont répondu au questionnaire, les médicaux, les associatifs et les festifs, et les résultats ne sont pas les mêmes. Les profils ne sont pas les mêmes. Les gens qui répondent à partir d'un recrutement chez les médecins ne sont pas les mêmes que ceux qui répondent à un recrutement dans des organisations trans. Donc l'identité, elle est aussi faite de toutes ces questions. Alors, donc, et depuis cette époque-là, si vous voulez, la réflexion a quand même beaucoup évolué, justement, sur comment repenser le sexe, le genre, etc. Mais je n'ai vu aucun travail qui propose aux gens des questions ouvertes, finalement, pour définir, pour l'autodéfinition de genre. Il y a toute une série donc, de littérature que je pourrais vous passer le cas échéant, qui discute toutes ces questions avec toute une série de possibilités. Donc, la question qu'on a posée, c'était comment vous définissez-vous actuellement en termes d'identité de genre, donc ça a été traduit dans différentes langues, et ça c'est le résultat en France. On a dû avoir à peu près 200 définitions du genre différentes, donc pour l'ensemble de la population. Là, on a seulement ceux qui ont été assignés hommes à la naissance, et donc on voit différentes catégories, si vous voulez, de façon de se parler, mais on trouve déjà, donc on va avancer, parce qu'il y a aussi donc ceux qui ont été assignés femmes à la naissance, donc on voit c'est des configurations différentes, mais là, c'était un recueil de cette information par un questionnaire sur papier répondu tout seul. C'est-à-dire personne n'accompagnait le répondant à remplir son questionnaire. Donc on a quasiment 200 formes de réponse. Au Brésil, non attendez, on va aller au Brésil, c'est plus simple. Au Brésil, le questionnaire, pour des raisons de littératie, comme on dit, de illittératie, beaucoup d'analphabétisme, et l'enquête a été menée en partenariat avec des travestis prostituées, notamment chez Lida, qui est membre du SIDA, quelques semaines après la fin de l'enquête. On a un éventail beaucoup moins important parce que il y avait quelqu'un qui faisait remplir le questionnaire et qui surveillait la réponse à la question ouverte. Et on a une prédominance des travestis, qui est une catégorie brésilienne. Les travestis brésiliens, ça n'a rien à voir avec les travestis à Paris. À Paris, c'est Coccinelle, dans les années 60, les travestis, si vous voulez, Bambi. Hein. Au Brésil, c'est une catégorie politique et une catégorie subjective avec des groupes armés, enfin, etc., qui défendent cette identité. Mais on a trouvé que chez les travestis, elles étaient plus noires, plus pauvres, moins éduquées, plus l'expérience du travail du sexe et plus de sida, mais d'autres travestis, une militante travestie, avocate, responsable des droits de l'homme à São Paulo, dit que l'enquête est complètement biaisée parce qu'elle ne prend pas en compte les travestis qui sont des gens, je dirais, des classes moyennes supérieures, si vous voulez, donc qui ne sont pas représentés dans cette enquête. Donc, on a essayé d'avoir de l'exotisme, je dirais d'une certaine façon. Oui, on a été accusé de faire de l'exotisme. Donc ça pose aussi, ça pose ces questions quand on s'intéresse à des minorités. Où est-ce qu'on va les trouver? Et qu'est-ce qu'on inclut et qu'est-ce qu'on exclut? Je dirais parce que l'inclusion, elle est toujours exclusive, hein, quoi qu'on en dise. Donc on le voit. Donc alors ça c'était pour l'ensemble de la population au Brésil. Enfin, au Brésil, c'est pas au Brésil, c'est dans l'État, c'est dans la ville, la région métropolitaine de Rio de Janeiro, en partenariat avec l'Université de l'État de Rio. Donc ça, c'est ceux qui ont été assignés femmes à la naissance. Donc on voit qu'il y a seulement deux grandes catégories, les hommes et les hommes trans, hein, et c'est les termes employés par les personnes. Et pour les femmes, enfin ceux qui sont assignés hommes à la naissance, on voit que le terme dominant, c'est travesti. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? On a reconstruit, à partir de ces propos, 7 catégories qui reprennent les formes de désignation des personnes. Et on a été surpris de voir que dans tous les pays, on a au moins un tiers de trans binaires.
c'est-à-dire qui, plus que vous et moi, se considèrent comme des vrais hommes ou des vraies femmes. C'est-à-dire l'essentialisme, il est présent parmi les trans. Et ça a été notre grande surprise de trouver, justement, ça répond à la question, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un trans? C'est-à-dire qu'à l'intérieur du monde trans, la question se pose aussi, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un trans, si vous voulez. Et donc on a un tiers de binaires, mais ça, les organisations trans veulent plus en entendre parler, ça n'existe pas, qu'on distingue les binaires et les non-binaires parmi les trans. Alors que nous, on s'est fondé quand même sur la vox populi pour trouver cette chose non, comment dirais-je, non contre-intuitive. On a une première catégorie, donc les binaires. On a une catégorie intermédiaire qu'on a appelé les hommes trans et les femmes trans. Et on a une dernière catégorie qu'au début, on avait appelé les trans, mais qui, au fil du temps, on a appelé les non-binaires, parce que le terme s'est imposé donc au fil du temps. Et on a, dans certains pays, les agents. Mais comme vous le voyez, les travestis, il y en a qu'au Brésil. Il y en a pas dans les autres pays. C'est la seule catégorie qui n'apparaît que dans un seul pays. Pour toutes les autres catégories, alors même agender, ça n'apparaît qu'en Norvège, hein, mais l'ensemble des grandes catégories, c'est-à-dire les binaires. Alors, ce que je dirais, c'est ceux qui sont l'un ou l'autre. Ceux qui sont le transman ou transwoman, c'est ceux qui sont entre les deux, soit parce qu'ils ont décidé de s'arrêter à un moment, enfin de ne pas faire l'ensemble du menu entrée, dessert et fromage, si vous voulez, qui sont arrêtés ou qui sont en cours de parcours, et les non-binaires qui se mettent en dehors de l'ordre binaire du genre, qui ne se présentent plus dans une référence à un sexe ou à un autre. Et donc, ces gens-là, donc on a, disons, trois grands groupes, hein, indépendamment des travestis donc, qui apparaissent au Brésil, et on s'est rendu compte que, scientifiquement, que ces catégories avaient une pertinence statistique. Alors, il n'y a pas des tests de significativité ici, mais le statisticien avec qui je suis en train de travailler est en train de travailler sur tout ça, mais on le voit, par exemple, on a ici, donc, on a, pour prendre la France, on a la moitié de ceux qui sont nés femmes, qui sont hommes, si vous voulez, en quelque sorte. Ici, attendez que je me trompe. Oui. On a à peu près une partie du total. Ici, on en a un peu moins. C'est ça, voilà. On a 50% de la population qui sont binaires d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire soit qui se disent hommes, soit qui se disent femmes. On a ici, on en a un quart qui se disent entre les deux, et on en a à peu près, toujours en fonction du sexe à la naissance, à peu près entre 10 et 15% qui se disent entre les deux. Alors pour la publication, on va certainement supprimer la catégorie other, parce que c'est politiquement incorrect de définir des autres, si vous voulez, sans qu'on les définisse. Enfin, il y a une des enquêtes, l'enquête norvégienne, par exemple, qui comprend 50% de personnes trans parmi l'équipe de chercheurs, a été refusée par le Journal of Transgender Health, parce qu'on avait opposé les binaires et les non-binaires, et qu'on avait choisi de poser les questions aux gens sur leur identité de genre, plutôt que d'utiliser les catégories existantes, si vous voulez. Donc, je crois que si on avait utilisé des catégories existantes, on n'aurait pas appris grand-chose dans cette enquête. Alors, à quoi ça sert? Alors, premier indicateur, le changement de sexe légal assigné à la naissance, et on voit, donc, alors, je crois que ce graphique est plus intéressant, peut-être, enfin, plus visible, en tout cas, plus visuel que les données statistiques. On a pris ceux qui ne l'ont pas, demandé, si vous voulez. On voit qu'il y a des différences suivant les pays. Et par exemple, au Brésil, par exemple, il y a aussi, enfin, on voit qu'il y a des différences entre les pays, ça c'est très clair, mais on voit surtout qu'il y a aussi
qu'il y a des différences suivant les catégories d'autodésignation. Par exemple, alors, les travestis, par exemple, sont ceux qui le demandent, au Brésil, et les agender sont ceux qui le demandent le moins, alors qu'ici, par exemple, ici, on est au Danemark, il n'y a pas vraiment de grosses différences entre les différents groupes, c'est réparti de façon relativement identique. En Norvège, par exemple, ici, il y a une grande différence entre les binaires, hein, et les non-binaires. Les femmes trans, par exemple, sont beaucoup moins nombreuses à l'avoir demandé, d'ailleurs. Donc, je pense que il y a une erreur sur ce graphique. C'est plutôt ceux qui l'ont fait, si vous voulez. Donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est d'avoir obtenu le diagnostic alors, nous, c'était transsexualisme et dysphorie de genre, mais dans d'autres pays, maintenant, c'est gender, incongruence de genre. Donc, il y a ceux qui ne l'ont pas demandé, et on voit, par exemple, que la France fait partie des pays où il y a le moins de gens qui ne l'ont pas demandé, de façon relativement uniforme, et toujours le Brésil avec une chute, alors il y a un décalage là, hein, je veux dire, avec une chute sur les travestis, hein, qui ont moins que les autres ont demandé le diagnostic de genre, et ça nous a permis de poser une hypothèse sur la résistance à la médicalisation des parcours de genre. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse qui consisterait à dire il y a des difficultés d'accès et une absence de justice dans l'accès, donc il y a une exclusion des possibilités. Et il y a une autre hypothèse qui est on refuse le système et les types de traitements qu'on nous propose, et notamment, on va le voir sur les traitements hormonaux. C'est sur les traitements hormonaux qu'on voit que les travestis au Brésil sont quasiment 80% à utiliser des hormones sans prescription, hein, c'est le taux le plus haut, alors qu'il n'y en a quasiment pas en Norvège, ou en France, ou en Norvège, en France, ou un petit peu moins au Danemark. Donc, est-ce que ça veut dire que les travestis qui sont plus pauvres, moins éduqués, plus noirs, plus prostitués, plus atteints du sida, etc., sont exclus du système, ou est-ce qu'elles refusent le système? Et une des hypothèses, c'est que les travestis refusent les produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché pour les traitements hormonaux, parce que ça coupe leur vie sexuelle. Et donc, elles préfèrent prendre d'autres traitements qu'elles choisissent, alors le droit des patients, enfin, etc., les associations préfèrent prendre des traitements, parce que les travestis ne sont pas opérés des organes génitaux, ont une activité de prostitution, disons, de travail du sexe, et vivent de cette chose-là, et y compris à Paris, dans certaines interviews que j'ai pu faire avec des travestis brésiliennes travaillant à Paris, elles ne veulent pas perdre leur capacité sexuelle génitale masculine. Donc, l'hormonisation proposée par le système médical va mettre en danger ces capacités sexuelles. Alors, je ne vais pas passer très très longtemps là-dessus, parce que bon, c'est plus compliqué, parce que, par exemple, sur les chirurgies génitales, il y a vraiment des variations importantes suivant les pays, et il y a des très petits nombres de gens qui ont eu accès à cette opération. Et il y en a, alors c'est surtout ceux qui été assignés hommes à la naissance en France qui ont eu accès, et on voit que ceux qui sont nés femmes, alors c'est effectivement, ça c'était une donnée qui était peu compréhensible, qu'effectivement il y en a 50% des hommes trans qui disent avoir eu l'opération génitale, mais sinon, de façon générale, c'est plus fréquent chez
chez les femmes trans, hein, donc nées hommes à la naissance, que chez les hommes trans, hein, dans tous les pays. Et donc, et la variation, elle est de cet ordre-là. Alors, le sentiment d'avoir complété le processus de transition, alors il est très très variable suivant les pays et suivant les groupes suivant les identités auto-déclarées. Et le travail qu'on doit faire, là, c'est les derniers traits statistiques qu'on doit faire, c'est étudier les corrélations entre le fait d'être satisfait de la transition et le nombre d'opérations qu'on a réalisées. De voir si effectivement on est satisfait parce qu'on n'a pas fait l'ensemble du protocole traditionnel du transsexualisme, ou si au contraire on est satisfait parce qu'on a fait l'ensemble. Et est-ce qu'on est insatisfait, est-ce qu'on est moins satisfait parce qu'on n'a pas fait l'ensemble l'ensemble proposé dans le protocole dans différents pays. Voilà. Je crois que voilà, je pense qu'il faut ouvrir à la discussion si vous le souhaitez, et ceux que ça intéresse, donc je peux faire parvenir les publications internationales référencées qui ont été faites sur ces différents projets. Merci.